Monsieur Jihad Sultani, s'il vous plaît, partagez votre écran. Ok, merci. Donc, c'est Jihad qui présente là. Oui, oui. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir, allez-y. Donc, je présente Monsieur Jihad à Monsieur Ben Ali. Donc, c'est un parmi les responsables de l'école polytechnique. C'est un personnel chargé de tout ce qui est informatique. Et on a donné la chance à nos collègues et les personnels de l'école. S'ils ont des idées, ils pourront aussi se manifester auprès de challenge. Et là, un parmi les candidats, il a mérité sa place. Et voilà, donc on le félicite encore une fois. Et à vous la main, Monsieur Jihad, pour exposer le nécessaire de votre travail. Bravo. Bonsoir. Mon projet est intitulé Prédiction du nombre d'infectés, des morts et de guérisons est une application. Donc, ce projet vise à modéliser l'évolution de COVID-19 en Tunisie, statistiques et prédictions. Nous utilisons un modèle pour prédire la progression de virus COVID-19. Donc, l'effet de verrouillage est pris en compte. Notre idée était estimer les paramètres de modèle en utilisant des modèles statistiques pour la Tunisie. Nous utilisons également les données de la ministère de la Santé pour comparer les résultats et éviter l'augmentation de l'épidémie. Donc, la problématique posée est, donc, selon l'autorité tunisienne, il y a 5% de cas positifs nécessiteront des soins en réanimation. Tout l'enjeu de cette pandémie repose alors cette capacité du système de santé à se maintenir et à gérer un flux important de maladies à la même période. La disponibilité des équipements médicaux inquiétait également car les services de réanimation risquant d'être rapidement saturés et les respirateurs et les autres ventilateurs venir à manquer. Donc, l'objectif de mon projet est diminution de la progression du virus, dynamisme et facilitation dans l'encadrement des patients et efficacité dans le traitement de celles se trouver déjà dans les hôpitaux. Éviter l'augmentation de l'épidémie COVID-19 en Tunisie et aide le ministère de la Santé à bien gérer la situation. Donc, la solution proposée est mettre en œuvre une application qui soutiendra le ministère de la Santé tunisienne dans ces moments difficiles créés par le COVID-19, en lui offrant des prédictions pour arrêter l'épidémie et à minima ne pas engorger le système de santé. Donc, on passe maintenant à la deuxième chapitre, c'est le développement. Donc, les étapes à suivre pour ce projet est basant sur les données statistiques, donc dans les cartes statistiques de l'épidémie de coronavirus. Ensuite, les étapes suivantes pour élaborer nos prédictions. La collecte des données, donc on utilise ce source pour les données, les études des prédictions temporaires moyennant la méthode statistique ARIMA. Donc, il exportait le modèle obtenu vers un outil de développement, un langage de programmation pour la simulation. Donc, on explique le modèle statistique ARIMA. C'est un modèle de la famille ARIMA permettant de représenter un certain phénomène variant avec le temps et de faire des prévisions pour les valeurs futures du phénomène avec un intervalle de confiance autour des prévisions. Donc, le langage de programmation utilisé est Python. Python s'impose comme un langage outil pour la data science car sa rigueur et sa capacité à s'intégrer à des infrastructures techniques robustes en font un choix de prédilection pour le big data. Donc, cette application utilise le big data et le machine learning pour exploiter les données sous forme d'un cours. On passe maintenant à la résultat.
Donc, les résultats de simulation sont sous forme de courbe donnant la prédiction du nombre des infectés en fonction de date. La première cas, c'est les cas confirmés avec ça, le courbe de la ministère de Santé. Donc, le résultat de 28 avril dans le capture. Cette courbe est les cas, les prédictions donc de cas possibles. Ça, le minimum des cas en prédiction. Et ça, le courbe de maximum de prédiction. Donc, ça, c'est l'interprétation de résultat. Le nombre de cas pour le 28 avril à partir de la première courbe de prédiction est de l'ordre de 974 cas. Donc, le nombre de cas confirmés en Tunisie partagés dans les médias est de l'ordre de 975 cas. Ce site, on utilise ce site pour les cas confirmés en Tunisie à partir de la confirmation du ministère de la Santé dans les médias. Donc, en comparant les résultats qu'on a obtenus à celles publiées, on peut dire que nos prédictions sont très satisfaisantes. On passe maintenant à un tableau comparatif de 23 avril à 29 avril. Comparaison entre le résultat d'application et le résultat de la ministère de la Santé. Donc, en conclusion, ce travail d'élaboration des prédictions de nombre des infectés était effectué dans le cadre de challenges lancés par l'Université méditerranéenne afin de lutter contre cette pandémie. Les résultats obtenus sont très satisfaisants avec une marge d'erreur très acceptable. Ce travail sera très utile pour les hôpitaux pour prévoir le nombre de lits nécessaires à la réanimation à préparer, d'où en poussant plus loin la réflexion sur cette crise, on peut entrevoir quelques points positifs. En effet, grâce à cette crise, on a pu développer nos compétences. Le coronavirus peut être le déclencheur mental vers une nouvelle société. Merci. Merci à vous, M. Gied. Merci pour la clarté de l'exposé. On va céder la parole à M. Ben Ali. Oui, merci beaucoup, Gied, pour cet exposé, donc clair. Là, je m'excuse, j'aurais beaucoup de questions et j'aurais beaucoup de points à faire avec vous. Commençons par la plus facile, donc les prédictions. Ils ne vont pas aider à lutter contre ou à minimiser le nombre. Les prédictions, ils sont utiles pour prendre des bonnes décisions. Donc, comme vous l'avez mentionné, vous l'avez compris, donc si on a des prédictions, on va savoir quand est-ce que notre système de santé sera saturé, comment faire. Après, c'est des décisions politiques, comment faire pour dégorger le système de santé, pour dégorger les urgences, pour libérer des lits de RIA. Donc, tout ça, c'est clair. Donc, les prédictions, pour moi, c'est la chose la plus importante à donner aux politiciens pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Donc, les prédictions, c'est plutôt pour les politiciens et pour les leaders d'opinion, les gens qui vont prendre les décisions. Mais ils ne vont pas lutter contre la pandémie. Maintenant, on passe aux choses les plus importantes. Donc, vous savez, lors des pandémies ou des pathologies, les gens qui font les prédictions, c'est les épidémiologistes. C'est des médecins ou des PhD, des scientifiques en biologie qui ont été formés à l'épidémiologie pour qu'ils prennent en considération, en faisant leur modèle mathématique, ils prennent en considération des paramètres et des facteurs parfois qui ne sont pas évidents. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on regarde aujourd'hui l'incidence, c'est le nombre de cas à un instant T, l'incidence de cancer des seins, et on le compare à l'incidence de cancer des seins 10 ans en arrière, on va voir qu'il y a une augmentation de l'incidence de cancer des seins. Pour l'interprétation, c'est les épidémiologistes qui vont nous dire pourquoi. Cette augmentation n'a pas droit d'avoir lieu, car on sait mieux guérir le cancer des seins, mais cette augmentation, selon les épidémiologistes,
est due à une meilleure façon de dépistage et de diagnostic de cancer des seins. Donc, il y a des paramètres. Si on prend le Covid, par exemple, le 19, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les paramètres que vous avez pris en considération, que vous avez impliqués ou que vous avez pris en considération lors de votre modèle mathématique? J'utilise donc des calculs scientifiques et une formule qui calcule avec un pourcentage entre les dates. Data science est data science et machine learning. En utilisant des données donc existantes on met sous forme de courbe. C'est ça mon point de vue selon le projet. Donc. Voilà. C'est-à-dire, il s'agit des paramètres, si vous permettez, M. Benali. La même question a été posée presque. Quelles sont les variables ou bien la formule que vous avez utilisée afin d'aboutir au traçage de cette courbe? Oui, c'est un calcul scientifique, calcul statistique. J'utilise ce site dans ce... voilà, juste, je retourner à la première. J'ouvre le lien de la calcul. C'est ça. C'est ça, donc des calculs statistiques, base de données utilisées donc avec avec des formules en comparaison donc avec de la première cas en Tunisie, donc depuis 2 mars jusqu'à aujourd'hui. Juste on utilise ces données pour tracer mon courbe dans mon projet. C'est ça, c'est une formule de calcul. C'est pas moi que je fais. J'utilise ces résultats et puis on met sous forme de courbe. Et les résultats prêts, donc. D'accord. D'habitude, les prédictions, c'est des courbes qui se tracent même avant, donc depuis qu'on a su, par exemple en France, qu'il y avait cette pandémie en Chine, et surtout lorsque la pandémie est arrivée en Europe par les portes de l'Italie, on a commencé à faire des prédictions épidémiologiques. Et les prédictions épidémiologiques sont basées sur plusieurs facteurs, plusieurs conditions, plusieurs facteurs à prendre en considération, tels que les R0. Donc, ces fameux R0, vous avez beaucoup entendu parler, c'est la capacité d'un patient contaminé de transmettre le virus à d'autres. Et c'est R0 lui-même, il est impacté par 3 autres facteurs. Le premier facteur, c'est la façon de transmission du virus, la durée de contagiosité et la densité de la population. C'est pour cela. Oui, c'est ça. Le calcul, le site qui utilise, ça dépend de ces 2 paramètres que tu as dit, ok? Voilà. Donc ça, c'est parmi les choses. Et après, on commence à faire rentrer d'autres paramètres qui c'est à nous. Ça, c'est le virus. C'est pas nous. C'est aussi la densité de la ville où on se trouve ou des pays où on se trouve. Et donc, c'est des paramètres qui ne dépendent pas de l'humain. Après, les paramètres qui vont dépendre de nous, des professionnels de santé ou du ministère de Santé ou des leaders d'opinion, ça sera par exemple le confinement. On va étudier l'effet des confinements sur le courbe et on ajoute paramètre par paramètre. Après, si toute la population mettra des masques, quels sont les résultats si on va ajouter les masques, les gestes barrières? C'est ça les prédictions. Donc, c'est pour savoir à quel point, par exemple, vous pensez que, par exemple, l'idée d'élever les confinements, on les fait d'une façon empirique ou aléatoire? Non, car les épidémiologistes, en étudiant ce type de courbe, ils ont décédé, c'est pas ils ont décédé, ils ont remarqué, ils ont publié, vous savez, vous connaissez peut-être sûrement l'université Harvard, ils ont publié un article scientifique dans NEJM, New England Journal of Medicine, disant que les confinements partout dans le monde n'auront pas d'effet après la 7e semaine. Donc, si on parle de prédiction en utilisant
les statistiques ou la biostatistique, on doit prendre en considération tous ces paramètres. Donc, moi, je vous encourage. C'est un très bon projet. Ah, mais il faut dire que c'est une application qui suit un algorithme. Ce n'est pas nous qui l'a créé, qui suit un algorithme et qui pourra aider à prédire le nombre selon l'algorithme qui a été utilisé. Et c'était adapté, excusez-moi, par chance au cas de la Tunisie. Car la vérité, pour le cas de la Tunisie, c'est aléatoire. On ne comprend rien. Je ne suis pas là pour critiquer, mais la vérité, en Tunisie, on a parlé d'un confinement sévère, mais personne ne respecte les confinements. Moi, ma famille, ils vivent en Tunisie, je suis en contact avec eux. Je parle de la période la plus sévère, il n'y a pas de confinement. Je suis en contact même avec les ministres qui me disent qu'il avait peur car il n'y avait pas de confinement strict, et lui, il prend des décisions et de l'autre côté, d'autres membres du gouvernement qui prennent d'autres décisions qui risquent de mettre en péril. Heureusement qu'on n'était pas une population vulnérable. Donc, c'est comme notre système qui est basé sur l'empirique. Je pense que par chance, voilà, cette application, elle prendra en considération aussi les systèmes aléatoires. Mais pour moi, c'est une très bonne application. L'objectif doit être un tout petit peu modifié pour qu'on parle de choses correctes et on parle de choses. Donc, cette application, elle permettra de prédire le nombre de cas réels, donc d'une façon approximative avec telle variance pour aider les décideurs de prendre les bonnes décisions. Quand est-ce que, par exemple, faire le confinement ou lever le confinement, est-ce que les gestes barrières sont utiles ou pas, est-ce qu'on doit prendre, est-ce que les masques sont utiles ou pas. Donc, c'est des choses-là que vous pouvez mettre à disposition de professionnels de santé ou de preneurs ou de leaders d'opinion et c'est à eux de prendre les décisions. Donc, voilà, il faut regarder un tout petit peu aussi les détails de cette application pour que vous puissiez répondre aux questions des facteurs qui étaient pris en considération, pour ne pas dire que vous étiez en train de faire un modèle mathématique qui n'est pas du tout lié à une pandémie, qui ne prend pas en considération le facteur, entre guillemets, sanitaire lié à la pandémie. Et merci encore et bravo. Merci, M. Benali. C'est un complément d'information puisque lors de la soutenance de M. Djihed, on a posé presque la même question étonnante. Là. Et il y en a ici ce fameux projet sur, par exemple, Corée, je pense, ou bien Allemagne. Donc, puisqu'en conclusion, il a noté que l'erreur, elle est à peu près 2 à 3 candidats. Donc, en termes de pourcentage, elle est très faible. Lui, il a exposé le modèle tunisien et pourra appliquer la même application pour n'importe quel pays. C'était ça, Djihed, non? Oui, oui. J'ai testé dans mon soutenance avec l'Allemagne aussi. Voilà. Et en termes d'erreur, c'est presque la même chose. Il faut regarder que ce modèle a été basé sur quel facteur. Il faut regarder. Donc, il faut, je ne sais pas s'il pourra me répondre maintenant, mais qu'il regarde, car il explique bien que lui, il s'est basé sur un modèle qui existait, donc qui est fondé statistiquement. Il doit regarder ce modèle, il était basé sur quels facteurs sanitaires, quels sont les facteurs épidémiques qui étaient pris en considération pour faire ce modèle. Et les prédictions, Djihed, c'est basé toujours sur qu'est-ce qu'on fait et si on ajoute ces facteurs, qu'est-ce qu'on va gagner. Par exemple, si on va lever les confinements, quel risque on va parcourir? Si on met les confinements, qu'est-ce qu'on va gagner? Si on va ajouter une fermeture de frontières, qu'est-ce qu'on va gagner? C'est ça les modèles efficaces. C'est ça les prédictions efficaces. Donc, il faut mettre des hypothèses, si j'ai bien compris. Voilà, voilà. Les prédictions aujourd'hui, par exemple ici en France, on a Santé publique France qui sont chargés de faire ces types de modèles. Et ces types de modèles sont mis à disposition du gouvernement et du ministère de Santé chaque semaine. Et mis à jour chaque semaine. Et ils ne peuvent pas fonder leurs décisions politiques sans voir ces modèles. Par exemple, ouvrir les restaurants, Santé publique France, ils sont en train de préparer un modèle qui sera déposé entre les mains des preneurs de décisions à la fin de cette semaine. Donc comme ça, ils vont voir combien de nouveaux cas vont être ajoutés qui seront directement corrélés à l'ouverture des restaurants.
Donc, ces modèles, ils sont vraiment intéressants lorsqu'on commence à connaître les variables à ajouter ou à enlever. Hein. Donc, il faut déjà, moi, je vous invite à regarder l'algorithme et à regarder les facteurs sanitaires et les facteurs qui ont été pris en considération pour baser ces modèles statistiques. Il faut comprendre. Hein. Donc, c'est un suite géométrique banal, tout court, mathématique, où il y avait, je suis sûr qu'il y avait des facteurs épidémiques qui étaient pris en considération. Il faut les regarder. Il faut penser d'une façon intelligente d'ajouter ou adapter à notre cas et ajouter d'autres variables, dire par exemple au ministère, ben, si on fait un levé complet, si on va ouvrir les frontières dans un mois, voilà qu'est-ce qu'on risque, ou voilà, il n'y a plus de risque, ça y est, l'épidémie. Je vous invite à lire un article avec ce type de modèle qui a été publié 2 semaines en arrière par la Corée du Sud, donc les chercheurs d'une université de renommée en Corée du Sud, où elle prévoit par exemple que l'épidémie dans la plupart des pays du monde, elle sera éradiquée vers le 19 mai. Donc, il trace des courbes et tout ça, et il parle des paramètres qu'il a pris en considération dans son modèle mathématique. Je vais vous envoyer l'article, peut-être je vais l'envoyer à Simondre ou à M. Semi qui pourra partager avec vous. Ok, merci beaucoup, docteur. Donc, JH, je pense qu'il faut voir cet article et les utilisations possibles, surtout qu'à l'école polytechnique, ce n'est pas les profs de maths et les quantitativistes qui manquent. Et comme te l'a dit le professeur, il s'agit essentiellement, je pense, de modèles de statistiques mathématiques. Donc, moi, j'ai 2 remarques. D'abord, est-ce que tu as fait du backtesting, Jihad? Donc, oui, j'ai fait, monsieur Mondre, oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le backtesting exactement? C'est-à-dire qu'hier et avant-hier en Tunisie, ils ont dit qu'il y a 0 cas. Et aujourd'hui, je pouvais exécuter maintenant l'application, monsieur Mondre. فاش؟ نجم نعمل تيست نتاع l'application déjà محلولة معناها. Est-ce que tu peux maintenant tester, voir si hier et avant-hier, comme on a dit en Tunisie, il y a 0 cas? Est-ce que ton modèle, si on l'appliquait à hier et avant-hier, il donne les 0? Et est-ce qu'il donne les 3 cas d'aujourd'hui? C'est ça, ça veut dire backtesting. J'ai exécuté maintenant. Exécuté. C'est ça le résultat. Donc, depuis 12 mai, 11 mai. Donc, c'est quoi le résultat? C'est ça. Depuis 9 mai, il est 1032 le résultat. 32 cas? 1032. Il est donc 0. C'est ça. Entre 9 et 10. C'est le même résultat. Parce qu'hier, apparemment, à la télé, en Tunisie, ils ont dit qu'il n'y a plus de cas nouveaux, hier et avant-hier. Et aujourd'hui, apparemment... Oui, 3 cas ajoutés hier, c'est ça. Est-ce que ton modèle, si tu l'appliques sur hier, avant-hier et aujourd'hui, est-ce qu'il donne les mêmes résultats? Oui, il y a même le résultat du ministère, oui. Entre le 14 et le 15, il est ajouté de 3 cas, de 3 nouveaux cas. Donc, moi, je te conseille d'abord de prendre en compte les remarques du professeur Ben Ali, ensuite de le tester chaque jour, de comparer chaque jour pendant au moins 2 mois, 60 jours, ce que prévoit le modèle et les réalisations. Il faut regarder cet écart. Est-ce qu'il y a des écarts et est-ce que l'écart est significatif? Oui, ok, monsieur. C'est ta face, comme le professeur Raoult, il a dit, la chloroquine, ça guérit. C'est le même cas ici. Donc, il faut que ton modèle soit testé. Ce qui manque, c'est le test. Moi, je ne comprends pas trop la médecine. Le docteur, il peut nous informer ici.
Parce que le professeur Raoult, il n'a pas utilisé au départ un test témoin. C'est-à-dire, il a une population sur laquelle il a appliqué et il n'a pas une autre population, un échantillon d'observation pour pouvoir comparer. Il s'est précipité et puis les Marseillais, ils ont dit il est devenu comme un gourou, comme un marabout. Les gens, ils font la queue, ils veulent absolument se faire tester et prendre la chloroquine. Donc, en science, en général, on a un test, un échantillon témoin et un échantillon sur lequel on applique. C'est-à-dire des gens à qui on administre le médicament et des gens à qui on n'administre pas. C'est ça, docteur? Oui, bien sûr. C'est un bras comparateur. Donc, voilà. Voilà, donc le terme technique, c'est ça. Donc, pour ton cas, je pense que tu dois faire du backtesting, ce qui veut dire que ton modèle ou le modèle que tu utilises, il faut que tu le testes 60 jours. Tu regardes ce qu'il prévoit par rapport à ce qui se réalise. Tu testes les prévisions par rapport aux réalisations chaque jour et tu regardes l'écart. Si l'écart n'est pas significativement différent de zéro en termes statistiques, donc pour toi, c'est bingo, tu as gagné. Sinon, ton modèle, il n'est pas bon pour les prévisions. Voilà. Toi-même, tu peux faire ce test chaque jour et nous dire, après 60 jours, ce qui se passe, comme tu es avec nous à l'École Polytechnique. Le problème des modèles en général, je vous le dis, parce que moi-même, je suis habitué aux modèles. D'ailleurs, j'étais éditeur invité d'Annals of Operation Research au moins 3 fois. Et actuellement, il y a un numéro spécial que je dirige dans cette revue américaine, qui est un modèle qui est une revue où on ne publie que les modèles et les trucs très compliqués. Donc, moi, je vous le dis, l'efficacité d'un modèle, ce n'est pas la complexité mathématique. L'efficacité d'un modèle, comme te l'a dit le professeur Ben Ali, c'est la précision des paramètres que tu mets dans le modèle. Sinon, si tu ne mets pas des paramètres précis, c'est ce qu'on dit en termes simples, garbage in, garbage out. C'est-à-dire, en français, tu lui donnes des paramètres non précis et il va te donner du n'importe quoi. Garbage, c'est la poubelle, c'est ce bel. Donc, si tu prends le meilleur modèle du monde, le plus compliqué, le plus sophistiqué, et tu lui mets des paramètres erronés comme input, l'output qu'il va cracher va être mauvais. Donc, la simplicité d'un modèle, vous avez des modèles, c'est ça, comme le disent en philosophie aussi, beaucoup de gens avant, ils te disent est-ce que tu préfères un modèle compliqué qui ne prévoit pas la réalité ou tu préfères un modèle très simple, basé sur des hypothèses irréalistes et qui te prévoit la réalité, lequel tu préfères. Donc l'idée, c'est ça, l'idée, moi, ce que je te suggère comme homme de terrain, d'abord de faire attention à tes paramètres, comme te l'a dit le professeur Ben Ali, et en plus de faire ton backtesting chaque jour, sur une période de 60 jours mouvant, chaque jour, tu testes le paramètre sur un pays, sur par exemple la Tunisie, tu regardes ce que le modèle prévoit et ce qui se réalise, les chiffres annoncés le soir à la télé. Et donc, tu calcules l'écart. Voilà, donc on t'encourage, comme tu es à EPM, de peaufiner ton analyse, de valider ton modèle aussi par notre équipe de matheux, de scientifiques, etc. Et pour l'estimation des paramètres, de bénéficier et de regarder l'article que le professeur Ben Ali t'a dit, il va t'envoyer ou m'envoyer pour te... Et merci encore. Merci à vous, M. Mandre. Merci, M. Ben Ali. Je tiens à remercier aussi le candidat Jihad. Donc, ça aussi, c'est sur valeur à notre personnel et valeur à le groupe méditerranéen. Monsieur Seni? Oui.
Monsieur Semi. Je ne sais pas si vous m'entendez là, c'est Mariam. En fait, je vais juste donner une petite remarque à ce que Jihad a exposé là. Parce qu'avec ma petite connaissance en deep learning, donc ce sont des systèmes informatiques, mais qui sont basés principalement sur des formules mathématiques. Et là, la robustesse vraiment de ces formules-là réside principalement dans les paramètres utilisés. Et nous, comme des informaticiens, donc pour le choix de ces paramètres doit être basé également sur les experts du domaine. Donc là, les experts par rapport au Covid-19, ce sont bien évidemment les médecins et vraiment les experts de ce domaine-là. Donc là, ce que je propose vraiment à Jihad, c'est d'exposer la formule mathématique utilisée, c'est de bien comprendre les paramètres qui sont déployés, comprendre vraiment la signification de chacun, et comme ça, on peut, entre guillemets, jouer avec ces paramètres et prévoir mieux que ce soit le nombre des infectés ou bien trouver mieux des solutions. Parce que quand on joue un petit peu avec ces paramètres-là, on peut dire, voilà, donc nous sommes sur le bon chemin, qu'est-ce qu'il faut faire exactement par rapport au confinement, déconfinement, etc. Donc voilà, c'est mes petites remarques que je viens de donner à Jihad. Je le remercie, je le félicite. Merci, Mariam. Avant de finir, je me rappelle un truc, ça ne va pas prendre plus que peut-être 1 ou 2 minutes. Comme le professeur il va nous quitter et nous aussi on va. Oui, bien sûr. En fait, c'est pas parfois que parce que tu as des bons résultats, parce que tu m'avais dit là que tu as trouvé exactement comme le temps modèle a prévu ce qui est exactement prévu en Tunisie, oui. Ça ne veut pas dire que le modèle est correct. Pourquoi? Je t'explique quelque chose. Moi, je suis un financier. Et en finance, on nous a appris la première leçon, la marche aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire la marche aléatoire? C'est-à-dire en termes simples, quand quelqu'un boit beaucoup de vin ou prend je ne sais pas quoi, après il va marcher, vous ne savez pas dans quelle direction il va marcher. Il va suivre une marche aléatoire. Donc ça, c'est le défi. Maintenant, pour les scientifiques, ils savent que la marche aléatoire, c'est un mouvement brownien, c'est quand on chauffe les molécules dans l'eau, ça suit un mouvement brownien et remonte à Einstein, etc. Bon, maintenant l'expérience que je vais vous dire en 2 mots en finance qu'on a fait pour montrer vraiment que les cours en bourse, les prix des actions à Wall Street suivent une marche aléatoire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le test des monkeys. Monkeys test, c'est quoi le monkeys test? On a pris les meilleurs analystes de Wall Street qui sont payés des millions de dollars par an pour conseiller aux gérants de portefeuille de fortune les titres à choisir. Vous me suivez? Oui, bien sûr, monsieur Mohamed, on vous suit. Et en parallèle, on a pris des singes, les monkeys, et on leur a donné des fléchettes. Et on a mis les actions devant les singes et on leur a montré comment lancer les fléchettes, et les fléchettes, quand ils tombent sur une action, le gérant de portefeuille achète cette action. Et à la fin de l'année, c'est pour ça qu'on l'appelle le Monkeys Test, et à la fin de l'année, on a comparé les performances réalisées par les meilleurs gérants de portefeuille de fortune dans le monde par rapport aux résultats obtenus à partir de la sélection faite par les Monkeys. Et devinez, c'était quoi les résultats et les performances? Qui a surperformé l'autre? Les monkeys? Ils étaient égaux. C'est-à-dire, quand tu rentres en bourse, tu as autant de chances de gagner que de perdre. Oui. C'est ça ce qu'on appelle l'efficience des marchés. Bon, bref, c'est peut-être le modèle, les chiffres prévus par la Tunisie et les chiffres trouvés par Jihad ont coïncidé par pur hasard. C'est pour ça que je lui ai demandé de voir une période de 60 jours. Et merci à tous. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous demain. Merci à vous. Inch'Allah. À demain, bonne soirée. Merci à vous tous, bonne soirée. Merci beaucoup, docteur. Merci, à demain, Inch'Allah. À la khir. À la khir. À la khir. À la khir.